Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Jouyet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, ancien Merci à vous. secrétaire général de l'Élysée. Vous publiez donc Notre vieux royaume aux éditions Albin Michel, des Gaulois réfractaires aux Français révoltés. Vous revisitez l'histoire de France, ce qui est assez instructif, et on voit qu'il y a des constantes. Il y a des constantes qu'on retrouve dans la relation que les Français ont avec leurs dirigeants, dans la façon de gouverner les Français. Il y a cette filiation au cours des siècles et du temps. Oui, il y a une très grande filiation sur ce qui concerne quand même la centralisation du pouvoir, sur le fait que les Français souhaitent choisir choisir un homme fort et en même temps pas trop de centralisation du pouvoir. Il n'y a pas une contradiction. Si, il y a une contradiction, mais les Français, comme je le montre dans le livre, ont toujours été contradictoires. C'est-à-dire qu'ils aiment la grandeur. Et ils veulent la grandeur de leur pays, ils veulent un pays qui rayonne, mais d'un autre côté, ils sont assez frondeurs. Et comme vous le savez, les frondes, c'est un terme qui est né de l'Ancien Régime et de la jeunesse de Louis XIV. Donc il y a ces deux aspects-là chez les Français et qui continuent aujourd'hui. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure par vous-même. Enfin, on voit bien qu'il y a toujours cette contradiction. Ils aiment la grandeur, ils aiment le rayonnement, mais sur les impôts, vous avez toujours eu des révoltes qui sont nées, soit de hausse, je veux dire, d'impôts, soit également, comme vous l'avez souligné, de préoccupations économiques ou ce qui était lié au pouvoir d'achat et tout. Le pain, ce n'est pas un problème actuel. Le prix du pain, ça a été quand même à l'origine de la Révolution, d'autres révoltes sous d'autres rois de France. Vous écrivez « Je n'ai jamais considéré que la Révolution française avait constitué une rupture entre la monarchie et la République ». C'est intéressant, ça. Oui, ça dit beaucoup de choses. Oui, mais ce que vous remarquez, c'est que la centralisation de l'Ancien Régime n'a pas baissé avec la Révolution et avec l'Empire après. Deuxièmement, que vous avez eu quand même un centralisme qui reste extrêmement fort. Ce sont quand même les Jacobins qui l'ont emporté sur les Girondins et qui, de ce point de vue-là, ont rejoint ce qu'était sous l'Ancien Régime. Troisièmement, vous voyez aussi que les crises économiques n'ont pas épargné la Révolution. La Révolution, et quelque part, a fini par de l'inflation et de la baisse de pouvoir d'achat, une dégradation monétaire. Voilà. Tout parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, évidemment, n'est que fortuit. Hein. Mais si c'est vous qui le dites, voilà. Mais enfin, ce que je remarque, c'est que entre l'Ancien Régime et aujourd'hui, quelle qu'ait été la Révolution, la France a toujours été un pays d'argent magique et quand même avec des dettes et des déficits élevés. Et j'ajoute qu'après la Révolution, pour assurer la continuité de l'Ancien Régime, vous avez eu quand même la Restauration, vous avez eu d'autres rois qui ont succédé à la Révolution française. Les Français croient vraiment, pardon, on fait un petit saut dans le temps, mais les Français croient vraiment, selon vous, à l'argent magique, c'est-à-dire qu'effectivement, au moment de la crise des Gilets jaunes, on a trouvé 20 milliards qui semblaient impossibles à trouver. Pour la crise sanitaire, c'est alors la facture d'après Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, c'est entre 170 et 200 milliards d'euros, je crois de mémoire, pour l'État. Donc et parce qu'on est en campagne présidentielle aussi, il y a peut-être cette croyance que finalement l'État pourra toujours tout et que l'État aura les moyens. Il y a une croyance en France plus que dans d'autres pays européens, et cela depuis aussi c'est une de nos caractéristiques, que l'État peut toujours tout, même s'il ne tient pas toujours ses promesses. Simplement, aujourd'hui, quand on voit le montant de la dette, l'augmentation ces dernières années de 700 milliards de dettes... nécessaire pour la crise, nécessaire dans le cadre de la crise, évidemment. Oui, mais à un moment... La dette, et là j'ai occupé quand même certaines responsabilités, cela se rembourse. Donc il y a un moment où vous le verrez, dans le prochain quinquennat, vous aurez de toute façon... D'autant que la Banque Centrale Européenne sera moins présente pour financer indirectement, encore une fois, les dépenses de l'État. Oui, et vous avez deux éléments. Vous risquez d'avoir, et vous l'avez mentionné, une hausse des taux d'intérêt, et ce qui fait que la charge de la dette sera plus forte
que ce qu'elle est aujourd'hui. Il me l'a dit, le gouverneur de la Banque de France, François-Villeroy de Galhau, 1 point de hausse sur la dette, c'est sur 10 ans 40 milliards d'euros de plus de charges d'intérêt, soit le budget de la défense, quoi. Exactement. De l'éducation. Exactement. C'est aujourd'hui le premier poste budgétaire. Pourtant, cette campagne présidentielle, encore une fois, l'idée n'est pas de parler de la campagne, c'est qu'on entend beaucoup de dépenses, mais on n'entend pas cette contrainte budgétaire, on ne l'entend pas aujourd'hui pour l'instant. Oui, mais elle s'imposera parce que elle s'est toujours imposée à travers notre histoire. Vous avez toujours eu des financiers qui ont redressé les comptes. Je reprends dans l'histoire que ce soit Poincaré, que ce soit Caillot et autres qui l'ont fait alors que la situation financière était dégradée. À un certain moment, il faudra le faire. Et par rapport... Ça pourrait être déceptif par rapport à un programme qui aurait été vendu aux Français, mais qui ne pourra pas être appliqué si derrière, effectivement, on a des engagements européens à respecter. Enfin, voilà. Exactement. Mais là aussi, on revient à l'ancien régime. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de promesses pour les monarques qui venaient d'arriver. Et après, et c'est un des problèmes qu'ont les Français par rapport justement aux décideurs politiques et aux monarques, les promesses ne sont pas toujours tenues. Bon, ce tropisme, encore une fois, des Français à se révolter contre cet excès de centralisation, même contre le monarque républicain, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est une constante dans notre histoire. Oui, c'est une constante dans notre histoire. Ça a toujours été. Vous pouvez regarder, à la différence des autres pays, nous changeons, mais nous changeons à la suite de crises ou de révoltes. Ça a été le cas sous Louis XIV, je l'ai dit, avec la Fronde, et puis après, en Bretagne, avec les bonnets rouges, lorsqu'ils voulaient plus davantage taxer. Ça a été le cas, bien évidemment, sous Louis XVI. Ça a été le cas aussi à la fin de Napoléon III. Ça a été le cas également après mai 68 et la nouvelle société voulue par Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas. Comment vous expliquez, Jean-Pierre Jouyet, cette continuité dans l'histoire de France? Parce qu'à vous lire, on sort de là en se disant finalement, notre vieux royaume change peu en fait. Oui, il change peu, mais parce que nous sommes un pays qui est extrêmement attaché à ses traditions. C'est à la fois un élément de force, mais c'est également un fardeau. Parce que nous n'aimons pas les changements rapides et nous ne sommes pas, vous prenez les enquêtes d'opinion actuelles, nous ne sommes pas d'un optimisme débordant sur le monde de demain. Mais ça a toujours été. Et pour les Français, le passé et l'histoire, toujours un élément important. On voit Emmanuel Macron derrière vous. À quel roi ressemble le plus Emmanuel Macron alors? Parce que j'ai vu, il y a Louis XIV, Charles VII, enfin quel est celui dont il s'approche le plus? Et pour ceux qui ne sont pas aussi érudits que vous, expliquez-nous un peu les personnages et les similitudes. Non, je veux dire que celui dont il se rapproche le plus, selon moi, ce n'est pas un roi, mais c'est le premier consul, c'est Bonaparte. Ah, Bonaparte, d'accord. Et c'est parce que, avec la jeunesse, ouais. parce qu'il est arrivé, j'allais dire, par surprise également, et parce qu'il aime mener les choses lui-même et assez directement. Évidemment, il aimerait aussi ressembler à Louis XIV, mais de ce point de vue-là, il faut voir que Louis XIV, quand même, a mis pas mal de temps à se stabiliser. Et pourquoi aussi Charles VII? C'est parce que Charles VII a mis fin quand même à la guerre de Cent Ans grâce à Jeanne d'Arc. Je ne sais pas qui est Jeanne d'Arc du président de la République actuellement, mais enfin a mis fin à cela et a redressé également le pays. Tiens, puisqu'on parle de femmes, Jean-Pierre Jouyet, les Français aiment les hommes forts, écrivez-vous, et sous-estiment les femmes d'influence. Est-ce que Brigitte Macron, puisqu'on voit encore une fois le président derrière vous, est-ce que c'en est une femme d'influence et est-ce qu'elle a les qualités d'une reine pour son époux? C'est une femme d'influence, comme je le dis dans notre vieux royaume, c'est un peu la Madame de Maintenon d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, ou la Diane de Poitiers, si vous voulez. C'est-à-dire que, comme ces femmes, elle a quand même contribué beaucoup à la formation d'Emmanuel Macron. Ouais.
et ensuite au pouvoir, à sa stabilisation, alors qu'il ne s'était jamais présenté après 2 années, des 2 premières années qui ont été avec la crise des Gilets jaunes un peu plus difficiles. Mais ce qui est vrai, c'est que là aussi, il y a une continuité en France depuis le Royaume, c'est que nous sommes le seul pays en Europe à n'avoir ni eu reine, ni eu femme dirigeante comparable à Angela Merkel, Margaret Thatcher ou Theresa May. Et alors, justement, on a une élection avec jamais autant de femmes, je crois, j'ai pas le nombre en tête, mais qui se présentent au suffrage en 2022. Est-ce que la France est prête aujourd'hui? Ce serait une révolution pour la France d'élire une femme? C'est un changement profond et ce serait effectivement une rupture par rapport à l'histoire de France. Mais enfin, élire une femme, ce serait une rupture pour vous? Non. Je veux dire une rupture par rapport à l'histoire, puisque comme je vous le dis, les femmes. Mais il serait important, effectivement, que nous ayons une femme à la tête du pays. Ça représenterait effectivement un progrès important. Juste avant, on parlait du carnet de doléances du MEDEF dans cette campagne présidentielle. Geoffroy Roux de Bézieux qui disait qu'on ne parlait pas suffisamment d'économie, d'entreprise dans ce début de campagne présidentielle. Bon, il prêche pour sa paroisse, bien sûr, mais on gagne une élection en parlant des entreprises et de l'économie? Il faut aborder les enjeux économiques et les enjeux relatifs au pouvoir d'achat, à la production et à l'industrie. Par exemple, ce que je remarque, c'est que la France a toujours aimé rayonner intellectuellement et politiquement, ça aussi depuis l'année, mais moins économiquement. Elle n'a jamais été, y compris au XIXe siècle, sur l'industrie tout très fort. Et là, et la crise du Covid l'a montré, nous avons perdu beaucoup en capacité industrielle. Donc, ce sont des éléments qui doivent être redressés et effectivement, il faut en parler bien, et parce que c'était aussi un élément de sécurité. Or, comme vous l'avez vu, et ça aussi depuis les monarques, ils veulent sécurité et autorité, les Français. Exactement. Mais d'autorité aussi économique. L'observateur averti que vous êtes aujourd'hui, je vois les Français, le regard qu'ils portent sur la campagne. On entend, il y a eu un sondage qui a été fait, très agressif, pas de bonne qualité, encore une fois. Les 3/4 des Français qui estiment qu'on n'aborde pas, encore une fois, les vrais problèmes. Vous en pensez quoi aussi? On n'est qu'au début de la campagne, mais quand même, c'est dans moins de 80 jours. Hein. Oui. Mais là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Les Français considèrent, et c'est pour ça qu'il y a des révoltes, pour ça qu'il y a des crises et tout, que c'est eux-mêmes, et vous le voyez dans les dernières années, qui sont le mieux à même parfois de résoudre les problèmes. Et ils reprochent toujours aux élites, qu'elles soient politiques ou administratives, de ne pas aborder ces vrais enjeux. Une campagne qui est ouverte pour vous, et on finit là-dessus, une campagne présidentielle qui est plus ouverte que ce qu'on l'imagine, même si c'est intéressant, Elab a posé la question pour BFM TV, 48%, quasiment un Français sur 2, estiment pense qu'Emmanuel Macron va être réélu, ce qui serait une rupture aussi, puisqu'aucun président sous la Ve République, en dehors des cohabitations, n'a été réélu. Et loin derrière, à 14%, on a Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Voilà, donc c'est plus ouvert que ce qu'on imagine. C'est vous qui le dites également, et ce sont les enquêtes aujourd'hui qui le montrent. Ce qu'il y a, c'est que les Français aiment l'autorité et tout, et veulent, et aiment une incarnation personnelle qui soit forte, mais ils n'aiment pas non plus donner tous les pouvoirs. Donc il va falloir voir comment cela se passera entre le présidentiel et les législatives. Ah, avec une potentielle cohabitation, c'est ça? Vous pouvez avoir cohabitation ou coalition. Bon, on en reparlera, ce n'est pas encore le sujet du jour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Jouyet, donc notre vieux royaume des Gaulois réfractaires aux Français révoltés aux éditions Albin Michel. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.